Bobigny, la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le 93 est cécité, l'un des départements les plus tendus de France. Allez la BAC à l'appel! Dans les locaux de la direction départementale de la police, Christophe Prévost bat le rappel de ses troupes. Il dirige la brigade anticriminalité, la BAC 93. Tous se préparent à une importante intervention. C'est bon, t'as fini? Dans le bureau du capitaine, le tableau de chasse de l'unité. Des saisies de drogue, mais aussi des armes. Ça, par exemple, c'est des saisies que vous avez fait récemment? Celle-ci, ça date d'il y a 1 an à peu près. Donc c'est de l'arme lourde, hein, des Scorpio, on a une pistolet mitrailleur, on a des armes de poing, on a du 11-43, ce petit automatique là, on a du 9 mm aussi. Comment on explique cette présence d'armes là aujourd'hui dans le 93? Protéger le business, c'est tout. Règlement de compte, protection de territoire, lié bien sûr au trafic de stupes. Hein. C'est pas simplement le fait de dire là c'est chez moi, non. C'est parce que ça protège quelque chose qui génère énormément d'argent. Bonjour patron. L'opération du jour vise un réseau de trafiquants de stupéfiants à Saint-Ouen. La ville est une des plaques tournantes de la drogue dans le département de Seine-Saint-Denis. Une 60aine d'hommes est mobilisée pour l'occasion. Allez s'il vous plaît, merci. C'est un point qui fait à peu près 500 transacts jour. Donc c'est vraiment un point d'importance. J'ai reçu un texto des collègues, le point de deal s'est mis en place. Les individus habituels sont arrivés et c'est lancé. Donc récupérer des gants... Avec 500 transactions, ce point de deal rapporterait 15 000 € par jour. Un marché de la drogue version grande distribution qui fonctionne 7 jours sur 7. Descendre, s'il vous plaît. Tu rentres là-dedans, normalement c'est là qu'il y a du matos, il y a un stock de matos, d'accord? Donc nous, il faut vraiment qu'on vous soyez les premiers, voilà. Non. C'est bon pour vous? Comme dans un western, les cow-boys vont encercler les Indiens. Je te refile tout ça. Allez, c'est pour vous. Les hommes de la BAC se vivent comme l'ultime rempart à un mal qui, selon eux, gangrène la banlieue, le business de la drogue. Allez, force et honneur. Allez, force et honneur. Une activité au profit vertigineux qui suscite les convoitises. À Saint-Ouen, les habitants excédés ont récemment manifesté contre la mainmise des dealers sur la ville. En 2 ans, les règlements de compte entre bandes rivales ont fait 3 morts. Et le problème, c'est que des fois, à Saint-Ouen, le terrain est cher et des fois, ils se battent, ils sortent des armes pour reprendre le terrain. Ça arrive régulièrement. Qu'est-ce que vous appelez le terrain? 3 homicides. Ils appellent le terrain, c'est un lieu, le hall où est-ce qu'ils deal en fait. À la cité du chemin vert, à Bobigny, on avait fait une cache d'armes, il y avait une trappe. Dans cette trappe, il y avait un pistolet mitrailleur, un fusil à pompe et 2 ou 3 armes de poing. Et en fait, elle était disponible pour la cité. En gros, quand celui qui avait besoin d'une arme, il venait se servir, il faisait ce qu'il allait faire avec, et après il la reposait. C'était des armes collectives, si on veut. Les armes sont devenues indissociables du trafic de stupéfiants. Au total, sur le département de Seine-Saint-Denis, 285 ont été saisis cette année et plus de 500 en 1 an et demi. On s'arrête pas, on va y aller directement sur le point. Vas-y, replie. Première à droite. Vas-y, là, on va les chauffer. Stop! Félix! Arrête-toi! Couche-toi! Bouge pas! Tes mains! Donne tes mains! Donne ta main! Il est là? Il est là! Allez, on ramène tout le monde là! Des arrestations musclées. Pris en tenaille, au total, 17 revendeurs sont arrêtés et vont être placés en garde à vue. Sous l'œil des habitants de Saint-Ouen, face à face tendu entre policiers et dealers. Au même moment, les policiers de la BAC commencent les perquisitions dans les lieux de stockage, identifiés pendant l'enquête. Ah, c'est bien ma fille. Ouais. Pour les recherches, les policiers se font aider d'Edith, la chienne antidrogue. Très bien. Oui, t'as trouvé. Élite. Au total, elle trouvera 500 grammes de à ce jour-là. Aucune arme néanmoins ne sera découverte. Pourtant, il y a quelques mois, à Saint-Ouen toujours, les équipes de Christophe avaient mis à jour un véritable arsenal.
Il y a moins d'1 an, cité Arago à Saint-Ouen. Depuis 5 mois, la BAC surveille un important trafic de un business à ciel ouvert, des dealers cagoulés et armés qui règnent en maître sur le quartier. Ces images ont été filmées et montées en partie par la police elle-même. Elles sont exclusives. Ouais, donc l'individu tout en noir est pas parti au niveau du 32, mais il a dépassé au niveau du 34. L'homme en noir, le chef de la bande, vient s'approvisionner pour la journée. C'est bon, Adi, tu peux dire qu'il est là. Adi, Ça arrive. non, non, non. Un policier de la BAC déguisé en éboueur bloque alors le portillon, la seule issue possible pour le dealer. C'est bon, t'en pouvais. Dans les 2 sacs plastiques, 5 kilos de drogue sont saisis. Simultanément, une quinzaine de vendeurs sont interpellés. Les policiers s'attaquent alors au cœur du réseau, la nourrice, l'appartement où tout est stocké. L'endroit est gardé par un pitbull qui attaque l'un d'entre eux. Le chien sera finalement abattu. Son propriétaire est lui menotté. Dans la cité, l'intervention policière crée des tensions. Colère et frustration des habitants marqués par les récents règlements de compte. Il n'y a pas de souci. Moi aujourd'hui je pars. Ça fait 23 ans que j'habite ici. Vous n'avez jamais rien fait. Mon cousin il est mort ici. Vous n'êtes même pas venu. Et c'est aujourd'hui que vous venez, vous. C'est aujourd'hui que vous venez. À l'étage, les officiers de police judiciaire commencent la perquisition. Dans la cuisine, ils trouvent plus de 15 kilos de et puis cachés un peu partout, des armes à feu. Une arme de poing, un Magnum 357, un pistolet mitrailleur type Scorpio, une véritable armurerie. Dans la chambre, un 9 mm et son double chargeur prêt à l'emploi. Au total, 6 armes de catégorie 1, la plus dangereuse, pour ces caïds qui se rêvaient en Scarface. Désormais, les trafiquants de banlieue font leur business calibre point. Depuis 2 ans, les fusillades se multiplient, braquages qui tournent mal ou règlements de compte, une escalade de la violence avec des armes de guerre. Des villes comme Marseille ou Sevran, Seine-Saint-Denis, désormais prises en otage entre bandes rivales armées. En France, 30 à 40 000 armes illégales seraient en circulation. D'où viennent ces armes? Comment entrent-elles sur notre territoire? Qui organise ces trafics? Nous avons suivi la police française sur les traces des réseaux clandestins d'importation d'armes. Ça, c'est le pistolet mitrailleur Ingram. Ici, on le retrouve ici. Ça, c'est transporté dans ce type de camion qui faisait les allers-retours entre la Serbie et la France. Nous sommes remontés jusqu'à la source des trafics en ex-Yougoslavie pour rencontrer les cerveaux de ces réseaux, comme ce trafiquant recherché par la justice française. Ça vous rapportait combien ce trafic? Environ 15 000 € par mois. Certains fournisseurs des cités françaises ont accepté de nous montrer leur stock d'armes de guerre. La Kalachnikov, c'est 400 €, avec 2 chargeurs. Et tu peux avoir 100 balles avec. D'après ces trafiquants, les frontières sont des passoires. Nous leur avons acheté une Kalachnikov et nous l'avons ramenée en France. Des banlieues françaises aux Balkans, plongées au cœur de ces trafics d'armes. Paris, dans les sous-sols de la préfecture de police. Le commandant Chopin dirige l'unité balistique du laboratoire scientifique. Son trésor, une collection de 4500 armes, le plus grand stock d'armes saisies en France.
Armes de poing, carabines, fusils d'assaut, que des armes illégales. Depuis une petite dizaine d'années, le commandant Chopin a identifié une tendance lourde quant à leur provenance. Donc ça, c'est... Alors ça, c'est un pistolet semi-automatique donc M57 de l'ex-armée yougoslave, armes qui ont commencé à être introduites de façon massive sur le territoire français à partir des années 2000. Donc, pour vous donner une idée, donc, Ferrara, lorsqu'il a été donc, interpellé, était porteur de ce type de matériel. D'accord, donc c'est assez classiquement... Alors c'est une arme qui maintenant, oui, est utilisée de façon plus ou moins régulière par les malfrats français. Et donc ça, vous savez que c'est yougoslave, pourquoi? Alors, elle porte des marquages yougoslaves. Où ça? Alors par exemple, on peut le voir là, au niveau des plaquettes de crosse. L'étoile. Voilà, c'est ça. Là, vous avez des poinçons également. Il y a un phénomène très classique. Après chaque conflit armé important, les armes sont trouvables à profusion donc, dans les pays concernés. Et puis très régulièrement, il y a donc diffusion et vente de ces armes-là afin de gagner de l'argent. Et sur ce marché noir, la nouveauté depuis peu, c'est l'émergence plus inquiétante des fusils d'assaut. L'unité balistique en a expertisé 17 cette année. Il y a 5 ans, c'était une ou deux seulement. Ah, le plus commun, c'est le fusil d'assaut donc de type Kalachnikov. C'est une appellation de type générique maintenant, Kalachnikov. Ça, c'est une arme donc d'ex-Yougoslavie, Zastava, modèle M70 AB2. C'est encore le fusil d'assaut le plus répandu au jour d'aujourd'hui donc sur les scènes de crime françaises. Vous retrouvez ça sur quelles affaires En général, les braqueurs de fourgons blindés, centres-forts sont systématiquement équipés de ce type de matériel. Éventuellement, certaines affaires de rafalage dans les cités, affaires de stupéfiants et autres peuvent impliquer l'utilisation de ce type de matériel également. La Kalash, la star des fusils mitrailleurs que l'on retrouve dans les pages faits divers en France. C'est l'antre de la police scientifique, là. Ah, c'est le stand de tir dans les caves de la préfecture de police, oui. Comme ce modèle, 100% des Kalachnikov analysés ici cette année proviennent des Balkans. Des armes de guerre importées d'ex-Yougoslavie. La dernière grosse affaire remonte à septembre 2010. L'OCLO, l'Office central de la lutte contre les crimes organisés, fait tomber un réseau yougoslave qui approvisionne les cités de Seine-Saint-Denis. 7 hommes sont arrêtés. À la tête de l'organisation, Victor, un jeune Serbe de 28 ans qui risque aujourd'hui 10 ans de prison. Sébastien Lothar, le directeur adjoint, a supervisé l'affaire. Sur la table, les armes du réseau sous scellé, des pistolets mitrailleurs. Chaque mois, Victor organisait une livraison en région parisienne, toujours par le même procédé. Ça, ce sont le type de sacs que l'on retrouvait dans la cargaison. Donc là, c'est des sacs qui transportaient les armes. Tout à fait. Et là, on voit donc dans ces sacs-là. Voilà, donc ça, voilà. Là, ça, c'est le pistolet mitrailleur Ingram. Ici, on le retrouve ici. Avec les silencieux là qui sont tous conditionnés dans du papier journal. Voilà le silencieux une fois que ça a été sorti de son papier journal. Ça c'est transporté en totalité dans ce type de camion qui faisait les allers-retours entre la Serbie et la France. Contrairement à la drogue dans les cités, les armes se trafiquent en petite quantité. Pour cette livraison, 8 Ingram seulement. Et pour la précédente, 6 Kalachnikov. On part sur plutôt une importation, un vrai travail de fourmi qui est fait par souvent des ressortissants de ces pays-là qui profitent d'un moment de villégiature ou d'un voyage au pays pour ramener des armes, une quantité réduite. Ça va de 4 à 5 armes. C'est pour ça que vous appelez ça un trafic de fourmis? Exactement. Voilà, c'est un trafic de fourmis. Un business à petite échelle, mais très lucratif. Les armes, elles étaient revendues 2 500 € et les pistolets mitrailleurs 2 000 € pièce, alors qu'elles étaient acquises en ex-Yougoslavie entre 300 et 400 € pièce. Donc une marge de plus de 1 500 €, 1 600 €. Par voilà. arme. Par arme. Voilà. C'est le prix moyen d'une arme aujourd'hui sur le marché noir en France? C'est le prix, oui, c'est le prix moyen d'une arme. Un trafic alimenté par des armes de guerre en provenance des Balkans.
Comment et qui organise ces filières? À qui profitent ces réseaux? Afin de mieux comprendre, nous décidons de nous rendre dans cette région dont tout le monde nous parle. Les Balkans, à l'extrême sud-est de l'Europe. Première étape, la Serbie et sa capitale. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à Belgrade, aéroport Nikola Tesla. Nous prenons la route et nous rendons au cœur de la Serbie, à 2 heures de route de Belgrade. Ici, les armes font partie du décor et de la culture. La plus grande usine d'armement, Zastava, est installée dans la région. Et c'est d'ici que partent les trafics d'armes en direction de la France. À Kraljevo, le chef-lieu du district, nous avons rendez-vous avec un des personnages clés du trafic d'armes entre la France et la Serbie. Une rencontre rendue possible grâce à un ancien militaire, aujourd'hui journaliste, Deran Jelovac. L'homme qu'il connaît et qui nous attend est un célèbre trafiquant en cavale. L'homme que nous allons voir a longtemps été dans le business illégal de vente d'armes. Il a surtout vendu des pistolets ou des revolvers. Mais il était aussi réputé comme quelqu'un qui pouvait vous approvisionner en n'importe quel type d'armement, même en explosifs. Il a fait 3 ans et demi de prison pour trafic d'armes. C'était un des meilleurs dans le business? Certains le considèrent en effet comme une légende. C'était le meilleur, ouais, vraiment le meilleur. Cet homme, nommé Micic, a pendant 4 ans inondé la région parisienne en centaines d'armes et milliers de munitions. Il est arrêté avec sa bande en France en 2003. Le cerveau du réseau fait 3 ans de préventive, mais parvient à prendre la fuite avant son procès. Micic est condamné en 2007 par contumace à 5 ans de prison. Aujourd'hui recherché par la justice française, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Micic s'est réfugié dans son pays natal où il se cache aujourd'hui. Nous le rencontrons dans cet appartement, immobilisé suite à un grave accident de moto. J'adore le Glock. C'est mon arme préférée. Pouvez-vous nous expliquer comment vous faisiez venir des armes en France depuis la Serbie ou l'ex-Yougoslavie? J'ai fait ça de nombreuses fois, mais il faut savoir que c'est un trafic très risqué. Il faut traverser les frontières, t'es jamais sûr de quand la marchandise va arriver. Il faut envoyer l'argent en avance et ça ne marche pas à chaque fois. Je revendais les armes entre 1500 et 2000 euros pièce. C'était vous le chef du réseau? Oui. Je n'avais pas de contact direct avec les clients. J'avais 5 mecs qui travaillaient avec moi et qui distribuaient les armes. Ça fonctionnait comme ça. Et qui achète les armes en France? Les trafiquants de drogue principalement, pour les règlements de compte. Moi, de toute façon, je ne posais pas trop de questions. Ce qui comptait avant tout, c'était l'argent. Vous en vendiez combien par mois? En moyenne, une quinzaine par mois. Sans me forcer et sans travailler tous les jours. Combien vous rapportait ce trafic? Environ 15 000 euros par mois. Ouais, 15 000. L'armurier serbe aura gagné plus de 500 000 euros en 3 ans. Lorsqu'il est arrêté, Micic porte sur lui 4 pistolets et 1 kilo d'explosifs. Dans ses planques, les policiers français découvrent un arsenal, fusils d'assaut, grenades, pistolets de tout calibre. À ce jour, le réseau Micic est un des plus gros trafics qui ait été démantelé entre la France et les Balkans. Mais d'où venaient toutes ces armes ? «
1991, début de la guerre des Balkans. 10 ans de conflit à 2 heures de vol de Paris. Près de 300 000 morts et 1 million de personnes déplacées. Le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En Bosnie-Herzégovine, la capitale Sarajevo est assiégée pendant 3 ans, le plus long siège de l'histoire de la guerre moderne. Aujourd'hui, la région a renoué avec la paix. La Drina marque la frontière entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Si les canons se sont tus, la Bosnie reste un des pays où la population est la plus armée. Des quantités d'armes restées aux mains des civils. On estime à 400 000 le nombre d'armes illégales dans ce petit pays d'à peine 4 millions d'habitants. Autour de Sarajevo, les montagnes de la Romagna, une région rurale et pauvre qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. La famille de Goran vit dans ce hameau depuis 3 générations. Serbe de Bosnie, il s'est battu contre les musulmans pendant la guerre. Au mur, quelques souvenirs, veste militaire et calendrier à l'effigie de Mladic, le boucher des Balkans récemment capturé. Aujourd'hui, le pays est divisé en 3 entités distinctes, serbes, musulmanes et croates, censées cohabiter. Mais Goran, comme les autres, se méfie de la paix. Pendant la guerre, comme tout le monde ici, on devait se défendre. On avait besoin d'armes. Alors l'armée nous en a donné. Tout type d'armes, carabines, fusils automatiques. Je vais vous en montrer une ici. On la garde, pas pour la guerre maintenant, mais contre les animaux. Qu'est-ce que c'est? C'est un fusil carabine M48. Calibre 7,9 avec de grosses balles. Comme celle-là, tu vois. Une arme avec des munitions de guerre illégales. Et dans la maison, ce n'est pas la seule. Goran nous emmène dans son grenier. C'est quoi? Voilà, ça, c'est le fusil qu'on nous a donné pendant la guerre pour se défendre si on était attaqué par nos ennemis. Ça, ce sont des grenades. Les vertes, on les appelle kashikar. Elles sont très puissantes. Et le fusil, c'est quoi? Un fusil d'assaut type AK-47. T'as 30 balles dans le chargeur. Et pourquoi vous gardez cette arme ici? C'est resté depuis la guerre. Il y a bien eu un programme obligatoire pour restituer nos armes, mais beaucoup de gens, comme nous, ne l'ont pas suivi. Je ne sais pas, on le garde au cas où. On ne sait jamais. Et chez vos voisins, c'est comment? C'est pareil. La situation est identique. Tout le monde garde des armes depuis la guerre. Peu de gens les ont rendues, beaucoup les ont gardées. Certaines sont cachées sous le lit, d'autres dans l'armoire, au grenier, au sous-sol. On dit même dans le sol. Oui, certains les ont enterrés, mais beaucoup du coup ne les retrouvent plus. Ils ne se souviennent plus où ils ont creusé. Comme Goran, on estime que 20% de la population en Bosnie détient une arme illégalement. Ce sont ces armes qui alimentent les réseaux, car elles se vendent ici à très bas prix. Combien coûte cette Kalachnikov? Celle-là, vous pouvez l'avoir pour 400 €. Si je veux celle-là, vous seriez prête à me la vendre? Oui. Vous pouvez avoir celle-là pour 400 €. Elle a déjà servi, il n'y a pas de problème. T'es prêt? Ça, c'était coup par coup, maintenant en rafale.
Ici, c'est pas mal. Quand je tire, tu cours et tu te caches ici. Tu veux que je te monte la grenade aussi? J'enlève la sécurité. Vite, faut partir maintenant. Je tremble là. À cause de tous les villageois. Les voisins vont avoir peur. C'est sûr, ils vont donner l'alerte. Allez, allez, montez dans la voiture. Faut qu'on parte. Allez, allez, allez. Goran n'est pas un trafiquant. Nous voulons désormais rencontrer ceux qui ici en font un business. Ceux qui alimentent le trafic vers l'Europe de l'Ouest et la France. Un de nos intermédiaires contactés au cours de notre enquête vient de nous rappeler. Il nous a donné rendez-vous à quelques kilomètres de là, dans la capitale bosniaque. Sarajevo s'étend au pied de 5 collines. 700 000 habitants, aujourd'hui à majorité musulmane. Celle que l'on a surnommée la résistante, pour avoir affronté le plus long siège du XXe siècle, pense ses blessures. Mais la ville martyre garde les séquelles du conflit. Sur la rue principale, la Sniper Alley. Partout des impacts de balles et d'obus. C'est dans ce quartier que nous avons retrouvé notre intermédiaire. Il souhaite garder l'anonymat. Nous l'appellerons Miloš. Depuis plusieurs mois, il travaille à gagner la confiance de trafiquants locaux. Nous n'allons pas voir les armes dans leur vrai lieu de stockage. Ils les ont déplacées pour des raisons évidentes de sécurité. Là où nous allons, c'est le lieu de chargement, car elles vont être emmenées ensuite vers l'étranger. La Bosnie est un paradis pour tous les trafiquants d'armes. Parce que des années après la guerre, le pays a des stocks incroyablement conséquents d'armes. C'est comme un marché à ciel ouvert, et tout le monde ici fait son business. Peu importe maintenant la nationalité. Ceux qui se faisaient la guerre avant travaillent aujourd'hui la main dans la main pour l'argent. Ok, on devrait s'arrêter là. Arrête de filmer. Arrête. Nous ne sommes pas autorisés à filmer le lieu de rendez-vous. Nous pénétrons dans une maison abandonnée. 2 trafiquants bosniaques nous attendent. Dragan, assis à gauche, a purgé 7 ans de prison en Allemagne. Il fait ici le signe de ralliement des milices serbes de Bosnie. Sur la table, un échantillon de leur arsenal. Des grenades, des kalachnikovs, des centaines de balles et même un lance-roquettes. Les armes sont en bon état de marche. Avec ce lance-roquettes, vous pouvez attaquer n'importe quel char, n'importe quelle voiture blindée ou fourgon blindé. Et d'où viennent ces armes? Elles viennent d'ici, des stocks de République serbe de Bosnie. Et où vont-elles être acheminées? En Allemagne, en France et en Belgique. Principalement pour des braquages, pour ce genre de choses. Qui sont vos acheteurs? C'est clair que c'est pas des médecins. Des criminels, quoi. Et vous avez des clients français? Oui, beaucoup de Français viennent de Paris. Et combien ça coûte pour acheter une arme ici, en Bosnie? 400 € la calèche. Avec 2 chargeurs. Et 100 balles. Et combien pour le lance-roquette? 500 €. Mais vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois.
500 €. Et combien les grenades? 50 €. Mais si vous voulez 100 pièces, on vous les fait à 20 € chacune. Des tarifs discount quand on achète en grande quantité. De vrais businessmen. Mais quand nous les questionnons sur leur organisation, les deux hommes deviennent méfiants et évasifs. Quel est le chemin pour aller en Europe de l'Ouest? Ça, c'est notre affaire. Regarde là, elle veut connaître tous nos petits secrets. Il y a deux chemins, à travers le Monténégro et l'Albanie pour le sud de la France, à travers la Croatie et la Slovénie pour le nord. Et comment vous les transportez? Je peux pas vous dire, c'est notre business. Dans les bus, les voitures, les camions. Surtout les camions. Des camions qui vont vers l'Europe. Mais comment vous passez les frontières? On a des cachettes spéciales. Elle demande trop de choses là. Ça ne va pas, non. On va arrêter de filmer là. C'est pas bon là. Non. On arrête. L'entretien prend fin brutalement. Les trafiquants affirment faire passer des armes en France, mais ne nous montreront pas comment. Nous décidons donc d'acheter une Kalachnikov pour tenter nous-mêmes l'expérience. Avant de conclure, nous voulons la tester. Dragan, le trafiquant au passé criminel en Allemagne, accepte de nous conduire sur les hauteurs de Sarajevo. Sur le trajet, la confiance s'installe. Il nous fait part de l'évolution du marché noir des armes dans la région. Ces 2-3 dernières années, les armes se sont raréfiées. C'est plus comme il y a 5 ou 6 ans. L'Europe a mis beaucoup de pression sur la police en Bosnie pour récupérer des armes. Du coup, maintenant c'est très cher. Il y a 5 ans, une Kalachnikov comme celle-là coûtait 50 €. Et maintenant c'est 400. L'année prochaine, ça sera peut-être 500 €. Juste pour une Kalachnikov. Cette Kalachnikov est identique à celle que l'on retrouve en France, aux mains des criminels. À combien vous pouvez tirer avec une arme pareille? 2 kilomètres. 2000 meters? Yes. Le même modèle, la même marque que dans les affaires de braquage ou de règlement de compte. Pour l'achat, le trafiquant nous donne rendez-vous 2 jours plus tard dans notre hôtel. Il nous a fixé un montant, 500 € pour la Kalachnikov. Et une condition, il refuse que la transaction soit filmée. Pour vente d'armes, il risque de 2 à 10 ans de prison. Nous filmons en caméra cachée. 15 minutes d'attente, puis Dragan apparaît dans le hall. Allez, on y va. Nous le suivons sur le parking. Un peu fébrile, il vérifie à plusieurs reprises que nous ne sommes pas surveillés. Attends un petit peu là. Ouais, ok, c'est bon, on fait ça ici. Dans ce sac de sport, la Kalachnikov et 2 chargeurs. Le trafiquant s'emploie alors à cacher l'arme sous la banquette. Comme ça là. T'es sûr? Ok. Like that? Comme ça? Ouais. C'est pas mal là, ouais. Si tu as un sac, tu le poses comme ça, sur la banquette. Tu penses que c'est bien comme ça? Ils vont pas ouvrir? Qui? À la frontière. À la frontière?
Non, je ne crois pas. Viens, on va se boire un café. Je vais te montrer la route, ok? C'est bon comme ça, tu seras tranquille. Dans 99% des cas, tu n'auras pas de problème. Ok, mais les gens qui font le transport, ils prennent un risque énorme, non? Oui, mais ils font ça pour l'argent. Les gars qui transportent les armes, ils prennent jusqu'à 500 € par pièce. Si tu as 20 pièces, ça te fait carrément 10 000 €. Tu gagnes ça juste pour le transport. On se gare ici, on est en sécurité. Reste désormais à comprendre comment s'effectue le transport, quelles routes sont empruntées et surtout comment les armes peuvent passer les frontières. Tu veux aller où? De Sarajevo à Paris. Ça fait 2000 km. Tu passes par Zagreb, Ljubljana, Vienne. Donc je traverse la Croatie, alors c'est ça? Oui. Tu vas à Salzbourg, puis Munich. Mais il n'y a pas de contrôle en Allemagne? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je te gare, et Strasbourg ensuite. T'as quelle voiture? Yougoslave. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas sûr. Si tu ne veux prendre aucun risque, alors tu dois prendre le bus. Le bus? Ouais. Ils contrôlent pas les bus? Non. Tu achètes un gros sac, tu le mets dans la soute. On fait comme ça, nous, quand on passe une arme. Si tu prends le bus, dans 99,9% des cas, tu n'as pas de problème. Donc pour 1 ou 2 armes, c'est le meilleur moyen? C'est le meilleur moyen. Bien que nous soyons journalistes, au moment de payer, Dragan ne peut pas s'empêcher de nous faire une nouvelle proposition. Si tu en veux plus, je t'en fais parvenir en Allemagne par bus. C'est 1 500 €. Ah, c'est plus cher parce que je paye le transport? Oui. Si t'en prends 10, c'est 10 000 €. J'ai un chauffeur qui me fait ça. Je lui donne 500 € par arme et il fait le transport. Ah, tu as un chauffeur? Bah oui, évidemment. Au dire de Dragan, des armes de guerre entreraient sans contrôle ou presque dans l'Union européenne, simplement dans les soutes à bagages des bus. De retour à l'hôtel, nous cachons donc la Kalachnikov dans le double fond de notre sac. Auparavant, nous avons pris soin de neutraliser l'arme. Nous y ajoutons les 2 chargeurs, mais sans les munitions. Dans quelques jours, nous entamerons un long trajet en bus vers la France et Paris. D'après la police et les trafiquants, les armes arrivent en France par 2 canaux d'approvisionnement. Le premier par la route, via la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne puis la France. Un trajet effectué en camion ou en bus. Le second passe par le Monténégro puis l'Albanie. De là en bateau, les armes arrivent en Italie puis en France. Cette route est aussi celle qu'utilise la mafia albanaise pour et les clandestins. Sur la mer Adriatique, le plus grand port de l'Albanie, Durrës. Un endroit stratégique pour tous les trafics. À 200 km à peine des côtes italiennes, une porte ouverte sur l'Europe de l'Ouest. En témoignent ces Zodiacs qui servent au transport illégaux de marchandises. Ce sont des scafis, récemment saisis par les équipes de Gezim Mipaj, lieutenant de police. Les trafiquants utilisent des moteurs puissants pour traverser très vite la mer Adriatique. Vous voyez leurs moteurs? Ils sont très rapides. En moyenne, rapide comment? En moyenne, 40 à 50 km/h. Ça, c'est typiquement des bateaux trafiquants. Pour lutter contre le trafic, le gouvernement albanais a récemment voté l'interdiction pour tout citoyen de posséder un bateau privé. Mais les côtes albanaises s'étendent sur plus de 400 km, un littoral bien difficile à surveiller. Sur les hauteurs de Tirana, la capitale albanaise.
Armée! C'est ici que s'entraîne une unité d'élite de la police. Spécialisée dans la lutte contre la mafia, qui utilise le pays comme plaque tournante de tous les trafics. Baissez les armes! Sorte de GIGN albanais, Renea compte une 60aine d'hommes. Renea, les initiales pour groupe d'élimination et de neutralisation des éléments armés. Une unité dirigée par le major Artan Didi. Quelles sont les armes que vous saisissez le plus, major? En général, toutes sortes d'armes, mais surtout des kalachnikovs, et aussi des pistolets de poing, des Glock ou des Beretta. Des mini Brown aussi. Ah oui, des mini Brown. Ce sont des fusils mitrailleurs. C'est ce qu'aiment les trafiquants. Beaucoup de production yougoslave, Zastava. En 2010 et 2011, il faut savoir que nous avons démantelé 3 groupes de trafiquants d'armes au total. Et les armes, c'est un problème préoccupant? Bien sûr. Et en plus, maintenant, ça devient un problème pour tout le monde, pour toute l'Europe. Bon, excusez-moi, il faut que j'y aille maintenant. La dernière saisie de ces hommes a été filmée. Sur ces images, on peut voir le groupe d'intervention en action. L'interception d'un transport dans le cadre d'un trafic. Dans cette voiture, des armes dissimulées dans les bagages. Une 50aine d'armes de poing, des 7,65 et des 9 mm. Cachées par centaines dans des chaussettes, des munitions, mais aussi des valises entières de grenades. Ce stock était destiné à l'Italie et l'Europe de l'Ouest. En Albanie, les saisies d'armes sont stockées dans un endroit tenu secret. Un hangar en périphérie de Tirana, surnommé l'appartement 101. Un arsenal que Sekodin Korkuti, spécialiste de l'armement à la police nationale, nous autorise exceptionnellement à filmer. Ah oui, celle-là, oui. Ça, c'est une prise importante. Nous avons saisi ces armes de calibre 7,65 il y a quelques mois. Elles arrivaient de Yougoslavie. C'était un trafic qui transitait par l'Albanie. Et bien sûr, ces armes étaient destinées à l'Europe de l'Ouest. Combien ça coûte une arme comme ça sur le marché noir? Une centaine de dollars, pas plus. Oui, $100. Des pistolets calibre 7,65. Une arme petite, facilement dissimulable. En Italie, la mafia l'affectionne pour les assassinats. En France, c'est l'arme la plus fréquemment saisie dans les affaires criminelles. Et ici, il y en a des centaines dans chaque armoire. Des armes neuves, volées en sortie d'usine en Serbie, ou des fabrications plus artisanales. Ça, c'est un pistolet stylo. Ça a une forme de stylo, mais c'est une arme. Des pistolets tueurs. La police en a saisi plusieurs en France récemment. Tu mets la balle là, tu visses, et hop. Tu t'approches du mec, boum, tu tires. T'es sûr de tuer. Mais le gros du trésor de guerre est ailleurs. Stocké dans l'entrepôt, des milliers d'armes de guerre. En majorité des fusils d'assaut, type Kalachnikov. Ce sont des armes massives. Des fusils automatiques de fabrication russe et chinoise. Elles ont toutes été volées en 1997. « 1997, l'Albanie traverse sa plus grave crise. Le peuple se soulève contre ses leaders politiques qui ont conduit le pays à sa ruine. Les représentants de l'État, en premier lieu la police et l'armée, deviennent les cibles de la colère populaire.
La révolte devient révolution. Le peuple pille les casernes et les postes de police. Des quantités impressionnantes d'armes de guerre sont alors volées. Au total, 2 millions de kalachnikovs disparaissent dans la nature. Ah, c'est de 1997, bien sûr. Elle a été volée dans les dépôts en 1997. L'instabilité a duré jusqu'en 2002. Donc aujourd'hui, la police continue de saisir beaucoup d'armes. Ça peut être lors d'arrestations de criminels, mais aussi pendant un contrôle routier ou une perquisition. Sur 2 millions d'armes, combien aujourd'hui encore en circulation illégale? On parlerait de 600 000, mais personne n'a voulu nous communiquer de chiffres exacts. L'État albanais n'aime guère faire la publicité d'un trafic jugé gênant pour l'image du pays. Nous quittons l'Albanie pour retourner en Bosnie, à Sarajevo. Là même où nous avions acheté une Kalachnikov. Le vendeur nous avait confié faire passer des armes en bus. Nous allons vérifier l'information en prenant ce moyen de transport vers la France. Le jour J, équipés d'une petite caméra, nous nous faisons passer pour un couple de touristes français en vacances. Nous jouons la décontraction. Alors, c'est la première fois que tu prends le bus? Oui. Nous montrons notre billet au chauffeur, puis notre sac, comme tous les autres, est placé en soute, sans aucun contrôle de son contenu. Début d'un long voyage qui va durer 28 heures. Nous laissons Sarajevo derrière nous. Nous avons 1800 km à parcourir, 5 pays à traverser, 5 frontières et 2 contrôles de douane à passer. Nous ignorons si à ces moments-là, nos bagages seront contrôlés. Dans le bus, nous sommes les seuls Français. Après 6 heures de trajet, nous arrivons à la première frontière. C'est le premier passage entre Bosnie et Croatie. On quitte la Bosnie pour entrer en Croatie. Première frontière. Première frontière. Ils vont nous demander nos papiers. Nous passons en caméra cachée. Un agent des douanes effectue une vérification de nos papiers. Nous craignons une fouille des bagages. Mais à notre surprise, aucune inspection de la soute ne sera effectuée. Le car redémarre. Notre Kalachnikov est passé sans encombre en Croatie. Reste l'entrée plus délicate dans l'Union européenne. Pour nous, elle se fera par la porte slovène. On est sur la route de Zagreb, en Croatie. Il nous reste quelques kilomètres et après 10 petits kilomètres, frontière slovène. Et une fois qu'on est en Slovénie, on est en Europe. Et on est bien. Et on est bien. La frontière slovène. Ultime obstacle vers l'espace Schengen. Derrière, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Ici, les contrôles sont censés être plus drastiques. Une passagère va nous faire peur. J'espère qu'ils ne vont pas vérifier les sacs. Ça dépend, comment? Nous, l'année dernière, la police est venue tous les sacs, les voyages, les manges et tout. Tu sais, ils sont arrivés à 3. 3 douaniers. Ils ont vérifié chaque sac. Chaque sac, ils ouvrent, ils regardent. En bas, là, dans la soute aussi? Bah oui, tous les sacs. Tu ouvres, tu dis ça, c'est moi. Et lui, il regarde, il dit bon. Enfin, c'est arrivé une fois. Hein. Oui, une fois, oui. Un seul contrôle pour cette voyageuse qui fait le trajet chaque année depuis 25 ans. Messieurs, dames, veuillez sortir pour le contrôle des passeports. Cette fois-ci, nous devons descendre du bus pour le contrôle des papiers. Ici, on lutte avant tout contre l'immigration clandestine vers l'Union européenne. Quand notre tour arrive, notre passeport français ne semble pas éveiller la curiosité.
Rien ne nous est demandé. La soute à bagages, elle, est restée fermée. Ensuite, pendant 12 heures, sans jamais rencontrer de douane volante, nous allons traverser la Slovénie, l'Autriche, puis l'Allemagne. Le même parcours que Dragan, le trafiquant bosniaque, nous avait indiqué. Au petit jour, nous arrivons en France, puis à Paris, où notre périple touche à sa fin. À la station de bus, nous allons récupérer notre bagage. Il n'a pas été contrôlé une seule fois tout au long de notre voyage. Les trafiquants bosniaques avaient raison. Faire entrer une arme de guerre dans l'espace Schengen et en France, presque un jeu d'enfant. Nous avons depuis remis cette arme à la police. Mais combien de camions, voitures ou bus chargés d'armes effectuent ce chemin depuis la Bosnie, chaque mois, chaque semaine? Combien de kalachnikovs arrivent en toute illégalité et sans contrôle dans notre pays pour alimenter les milieux criminels?